et bienvenue dans À travers le projecteur, le podcast où chaque invité nous partage son film préféré. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast dans toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud et même YouTube. Je suis Ciné Touga et aujourd'hui je serai accompagné d'un invité que je voulais depuis des mois. Des mois, à chaque fois, il me dit non, j'ai trop de travail, non, j'ai trop de projets sous le feu. Et là, enfin, après plein de mois à m'acharner, à essayer de l'avoir, je l'ai enfin dans ce podcast. Il s'agit nul autre que de Soupir en Technicolor. Comment il va ? Eh bien, ça va bien. Tu m'as bien vendu, hein. Oui, je te vends bien parce que je te voulais dès le début quand même, hein. Il faut le savoir. Ça fait quand même depuis le mois de mai que je t'ai réquisitionné pour avoir dans le podcast. On est en décembre. Ça fait quand même beaucoup. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Hein. Mieux vaut tard que jamais. En effet, pourquoi je m'acharne à t'avoir ? Déjà parce que tu as un contenu Instagram et d'une qualité pépite. Hein. Allez le voir déjà sur son Instagram, Soupir en Technicolor. Vous n'allez pas regretter ça. Moi, j'adore son contenu. Ça, c'est un... Tout de suite, là, moi, je balance les faits. Je balance tout de suite la sauce là-dessus. Il est incroyable. En plus, porte-étendard de l'Insta Ciné FR. On a déjà eu Ivre de Culture dans l'un des derniers épisodes, bien sûr. Et là, ça fait plaisir d'avoir Soupir aussi, qui est un peu l'un des porte-étendards. Il y en a plein d'autres aussi. Mais quand même, l'un des grands porte-étendards, déjà, comment tu ressens un petit peu cet effet-là de l'Insta Ciné FR ? Ah ouais, comme ça, direct. Oula. Je me sens pas vraiment comme un porte-étendard, mais je trouve il faut s'entraider, voilà. Et toi aussi, toi-même, tu sais qu'il faut s'entraider. Et là, participer rien qu'à ce podcast, c'est t'aider aussi, en quelque sorte. Donc, tu vois. Il y a quand même un petit peu de l'esprit derrière, d'entraide entre chaque membre de la communauté ciné, notamment de l'Insta Ciné FR. Il y a quand même pas mal d'excellents comptes. On a déjà discuté, avec Love My Cinema, mais bon, malheureusement avec lui. Peut-être qu'on fera un deuxième épisode avec toi, justement, hors série, parce qu'on a omis quand même pas mal de petits comptes ou pas mal de comptes qui, dans le premier épisode, parce que quand il y en a tellement que on en oublie, mais ça, on en reparlera bien sûr dans un épisode hors série. On en avait déjà discuter là-dessus et ça risque d'être cool à ce niveau-là. Mais voilà, le but de l'Insta Ciné FR, comme tu l'as dit, c'est l'entraide entre tous les contenus et tous les gens en fait qui font ce contenu-là. Oui, on est tous au même niveau. Après, il y a quelques personnes qui permettent cette entraide. Nous, on est juste les messagers de la vérité, les messagers de l'Insta Ciné FR. Voilà, vous avez entendu, les messagers de la vérité. Nous sommes ici pour dire la vérité, que la vérité. Non mais bon, voilà. C'est vrai que voilà, je suis parti un peu loin direct avec l'Insta Ciné FR, mais bon, peut-être qu'il y en a des gens qui te connaissent pas, donc présente-toi un petit peu pour ceux et celles qui te connaîtraient pas. Alors, comme tu l'as si bien dit, comme tu m'as si bien vendu, je suis Soupir en Technicolor, a.k.a. Suspi. Et du coup, moi, je suis critique pour Dois-je le voir. Enfin, je suis même rédacteur en chef de Dois-je le voir. J'écris aussi pour le blog du cinéma et je tourne autour de ça. Je fais du montage. J'ai aussi une petite boîte de prod à côté. T'es un peu touche à tout en fait. Hein. Tu multitâches. Disons que le cinéma, c'est ma passion depuis un bail. Et du coup, ça fait des années que je veux bosser dedans. Et le compte Insta Ciné me permet justement de... C'est un tremplin qui te permet d'assouvir ça. De créer un réseau. Justement, regarde, là, il y a toi, il y a, je sais pas, à côté de moi, il y a Pauline. Oui, c'est vrai que, on va donner un petit peu les secrets du tournage. C'est vrai il y a aussi Pauline Draw My Movies, qui va être là, qui sera là pour l'épisode spécial Noël, elle est avec nous aussi. Et je dis aussi qu'elle sera là à la fin, mais ça, c'est une surprise. C'est pour le Watch Time, bien sûr. Il y a une énorme surprise, je vous le dis tout de suite. Il y a une grosse annonce qui va être faite durant cet épisode-là du podcast, comme tu l'as pu le dire. Quelque chose qui va être annoncé, mais ça, bien sûr, il faudra attendre la fin. Parce que maintenant, là, tout de suite, je pose la fameuse question qui est un peu le sujet central du podcast. Quel est ton film préféré ? Alors déjà, c'est pas Real Steel. C'est vrai que c'est pas Real Steel. Donc déjà, est-ce que c'est pas un bon point ? Oui. Déjà, ça part super bien, là. Oui, déjà, t'as gagné plusieurs points là-dessus. Alors, du coup, est-ce que c'est une surprise pour tout le monde ? Mon film préféré, c'est Suspiria. Ah, Suspiria, mais c'est fantastique. Du coup, on va quand même parler de Suspiria, n'est-ce pas ? Oui, de l'année prochaine, si tu veux. Non, mais là, faut se calmer. Bon, ça fait 2 fois, d'accord ? On a eu Django la semaine dernière, on a maintenant toi cette semaine. J'en ai marre, d'accord ? De Suspiria, tu me dis que ton film préféré c'est Suspiria, mais tu vas pas me parler de Suspiria. Pour quelle raison ?
Bah écoute, c'est parce que j'ai envie de parler de Phantom of the Paradise de Brian De Palma, et ça a un lien direct avec la petite surprise finale. Ah, bah voilà, là tu vois, là t'as donné les arguments extrêmement bien, voilà, là-dessus, exactement comme tu l'as pu le dire. Phantom of the Paradise, réalisé par Brian De Palma, sorti en 1974 et nous raconte l'histoire d'un compositeur, ambitieux, dont la vie prend un tournant tragique lorsqu'il croise le chemin d'un producteur du nom de Swan. Et oui, ce producteur est un des plus influents, mais aussi l'un des plus manipulateurs. Et ben, notre cher compositeur va être trahi et gravement blessé, et notre cher Winslow va se transformer en une espèce de fantôme qui va peut-être hanter le théâtre Paradise. Voilà, je vais pas en dire plus. Là, je pose bien sûr cette fameuse question que je pose toujours. Pourquoi Phantom of the Paradise est ton film préféré? Pourquoi Phantom of the Paradise n'est pas mon film préféré? Non. Non, je rigole bien sûr. Mais ça a quand même un lien avec Suspiria. Ça a un lien avec Suspiria. Ça m'intéresse. Ça m'intrigue et quand tu me l'annonces ça. On va pas parler de Suspiria, mais tu vas parler de Phantom of the Paradise, mais qui a un lien avec Suspiria. Quel est donc ce lien précis? Alors là, il faut que je raconte ma vie. Et là... Eh ben justement, c'est le but. Voilà, moi j'aime bien titiller là où ça pique, là où on va parler un petit peu de soi. Alors, ça va être long. Mais vas-y, on a tout notre temps. Hein. Alors, bah c'est simple, j'ai découvert Phantom of the Paradise avant Suspiria, dans une période où je me lançais un peu dans le cinéma, quoi, la période où j'ai commencé à être cinéphile, c'est-à-dire vers 2012-2013, et Phantom of the Paradise, c'était un des films qui me faisait le plus envie. Du coup, je l'ai regardé. En plus, le plus drôle, c'est qu'à la base des bases, je ne suis pas fan de comédie musicale. Ça, c'est intéressant de voir ça. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dessus, alors que c'est quand même une comédie musicale? Je sais pas, c'est l'univers, les couleurs, les acteurs, l'histoire, vu que c'est une adaptation libre, plus ou moins, du Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Oui, tout à fait. Et je sais pas, j'ai voulu le tenter et ça a plutôt bien fonctionné. Si j'en parle maintenant. Oui, mais c'est intéressant de voir cette approche-là. Comment déjà t'as pu t'approcher de ce film? Comment t'as eu connaissance de ce film et comment tu l'as vu? Je suis un grand malade. À l'époque, je cherchais tout et n'importe quoi. Puis j'ai vu Brian De Palma, je l'aimais bien, pour Scarface notamment. Puis j'ai vu qu'il avait fait ça, je me suis dit, oh, c'est incroyable, il y a des bons retours. Vas-y, je me prends le DVD, je me lance, même si c'était une comédie musicale. Et waouh, je me suis pris une claque. Une claque. Donc, t'as vu quand même des films de Brian De Palma avant, que tu m'as dit Scarface. Est-ce que t'avais vu d'autres de ces films avant cela? Alors, il faut que je refasse Passion, je crois. Et après, non, il me semble pas. Non, j'avais pas vu d'autres. Donc, il y avait quand même un peu cette envie d'aller voir plus de sa filmographie, parce que qu'est-ce qui t'attirait chez lui? C'est un cinéphile. Comme toi et moi, parce qu'il s'inspire des plus grands. Par exemple, j'aime beaucoup Hitchcock. C'était aussi un des réalisateurs que j'ai découvert à ce moment-là. Et j'aimais bien Hitchcock aussi. Donc ça fait un lien aussi, ça fait un pont là-dessus. Est-ce que tu as vu Hitchcock avant ou après Il me semble que j'ai vu avant. Okay. J'ai vu Fenêtre sur cour avant. Mais après, c'était un peu un bouli-boulga. Je regardais un peu tout, des films anciens. Je m'intéressais au giallo, au slasher. Bon, slasher, j'aime ça depuis... Ça, c'est ta cam, ça. Ça, c'est ma cam. Et justement, Phantom of the Paradise, il a un petit côté horreur, horrifique. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais venir, justement. Il a quand même pas mal de genres un peu attribués dans ce film, quand même. Il a un peu d'épouvante, il a un peu d'horreur, il a quand même de la comédie, il a une partie musicale. Donc, c'est quand même un melting pot de pas mal de genres et qui fonctionne. On va pas trop en dire, hein, j'aimerais bien y revenir là-dessus après, mais c'est très intéressant, cette façon de mélanger les choses. Mais ce qui m'intéresse et ce qu'il veut savoir, en fait, c'est qu'est-ce qui t'a touché le plus? Qu'est-ce qui t'a fait dire que quand même, là, ce film-là, il titille quelque chose, là, que t'as peut-être pas ressenti dans d'autres films avant? Alors moi, ce que j'adore, ce que j'ai aimé dans le film, et en général dans le cinéma, c'est les films qui m'intriguent. Genre qu'ils ont un mystère derrière, ils ont quelque chose de surnaturel que tu peux pas vraiment comprendre, qui te fait te poser des questions. Et dans Phantom of the Paradise, j'ai ça avec cette histoire de... un peu de Faust, Faust musical. T'aimes bien quand même un peu cette espèce de... où t'es un peu perdu dans un univers, t'es plongé dedans, tu sais pas trop comment tu vas t'en sortir, tu te laisses un peu embarquer par cet univers. C'est peut-être ça en fait, c'est t'embarquer dans cet univers et voir où ça t'amène. Justement, tu parlais de melting pot de genre, c'est exactement ça, on sait pas où on va.
t'enchaînes la comédie, l'horreur, au milieu t'as du chant, tu fais attends. On pourrait se dire que ça pourrait mal marcher. Un mélange de pas mal de genres, ça peut rendre un peu mal. Des fois, il y a des films comme ça qui un peu tentent ce genre de choses. On a parlé aussi d'un film qui mélangeait plusieurs genres, mais là, c'était que dans un seul grand genre qui était l'horreur, c'était avec Mandy, avec Django. Même avec ce mélange-là, ça avait très bien marché. Mais là, c'est encore différent, c'est un level au-dessus, puisque c'est quand même des familles de genres complètement différents. Et on pourrait se dire que quand même, mélanger de l'horreur à de la comédie, ça marche, mais après, mélanger ça avec du musical derrière, au début, ça peut faire grincer des dents. Est-ce que t'as pas ressenti ça avant de regarder ce film, où justement les critiques, les reviews que t'as pu te voir te faisaient dire, voilà, merci, te faisaient dire, ok, je crois que je vais quand même aimer le truc. Bah après, à l'époque, il y avait que des critiques positives, donc en vrai, ça va. Mais je sais juste qu'à l'époque, en 1974, il a fait un four total, le film. Il a pas du tout marché, et certainement à cause de ça. Ce trop plein, en fait, de genre, en fait, ça a peut-être pas dû plaire au public de l'époque, hein. Il y a plein de films comme ça qui font des fours et qui ont une reconnaissance bien plus tard. Phantom of the Paradise est l'un des plus connus, on va dire. En tout cas, l'un des premiers, je dirais presque, qui fait un four et qui, par la suite, est considéré un peu comme un chef-d'œuvre, qui a influencé aussi énormément d'œuvres derrière. Tu fais bien d'en parler, mais après, moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que dès le premier visionnage, est-ce que ça t'a direct fait dire c'est exceptionnel? Et si oui, quelles sont les raisons? Alors déjà, tout d'abord, oui, j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai essayé de ne pas me répéter, mais l'esthétisme, le fait que ça touche aussi à ma cinéphilie, surtout encore plus maintenant, vu que j'ai les références. Il a gagné encore plus d'amour dans ton estime maintenant, avec encore plus de bagages cinématographiques que tu as eu du coup là-dessus. C'est-à-dire que même avant, quand tu avais moins de bagages là, tu l'avais adoré, mais là encore plus, vu qu'il y a tellement de références qui sont mises dedans, tu as trouvé le film sensationnel. Bah oui, par exemple, ça m'a vraiment choqué cette année parce que je l'ai revu au cinéma. Ah, c'est déjà incroyable. Et c'était genre, j'avais eu des références au cinéma muet que j'avais pas capté à l'époque, par exemple, et plein d'autres, et je me suis pris encore une claque, je me suis dit ah ouais quand même, sachant qu'en plus, et là je vais peut-être choquer certains, surtout par rapport à ce que j'ai dit au début, c'est que Brian De Palma, aujourd'hui, je trouve qu'il est un peu surcoté. Comment ça? Là, tu choques les auditeurs, tu me choques moi aussi. Comment quelqu'un qui surkiffe deux films de Brian De Palma, à savoir Scarface. J'ai pas dit que j'aimais bien, j'ai dit que j'avais regardé. T'avais regardé, pardon, excuse-moi. Bon, quelqu'un qui a quand même adoré un des films de Brian De Palma, à savoir Phantom of the Paradise, tu dis quand même qu'il est surcoté. Alors, tu vois, tu fais bien de poser cette question parce que je voulais y venir un peu plus tard, mais est-ce que déjà, voilà, t'avais vu un peu plus de sa filmographie à la suite de ce film? Si oui, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'aimes bien sa réalisation? Mais vu que tu me dis que c'était surcoté, j'aimerais savoir quelles sont ces raisons-là que tu penses qu'il est un peu surcoté. Bon, ouais, j'ai dit surcoté pour choquer, et ça fonctionne, j'aime bien. Ah, j'adore le conflit, donc... T'aimes bien le conflit, vas-y, voilà. Maintenant que t'as imposé un climat de conflit, explique-moi. Parce que justement, en grandissant, tu regardes plus de films, tu vois les références et tu te dis, Brian De Palma, c'est quelqu'un qui utilise les références mais mal. En fait, il agence les références mais de la mauvaise façon. Il est un peu désorganisé dans ça. Et en fait, il fait tout comme les autres, mais en moins bien. Est-ce que tu as des exemples de personnes qui utiliseraient des références et qui le font mieux que Brian De Palma? Alors là, du tout, j'ai pas en tête. Après, le premier qui vient en tête, bon, je le mets presque au même niveau, c'est Tarantino. Parce que c'est comme lui, là, par exemple, cette année, j'ai découvert le cinéma hongkongais. Ah, qu'est-ce que t'as regardé au cinéma hongkongais? Oula, Ringo Lam, School on Fire, incroyable, City on Fire. Ah, City on Fire, oui, ça c'est très bien. Ça, je valide. John Woo, The Killer, bien sûr, gros classique. Et en fait, c'est ça, c'est comme si tu lisais en eux, comme dans un livre ouvert. Tu fais, ah, mais ça, je vois ce que tu veux faire, mais c'était mieux chez l'autre, en fait. En fait, il reprend des idées, mais au final, tu clisses un peu les dents parce que tu te dis, ouais, mais... Parce que c'est cool, l'intention est là, mais mal exécutée. Par exemple, je vais reprendre sur Scarface. Alors, Scarface de Palma, c'est culte, ça on est d'accord. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord, c'est culte, oui. Mais quand j'ai vu l'original, celui-là de Howard Hawks, je me suis dit, ah, je pense que Howard Hawks a mieux compris son histoire et son personnage que Brian De Palma avec Tony Montana. Parce qu'à la fin, dans Scarface, on est censé le détester, au final, il est devenu iconique. La preuve avec tous les rappeurs qui reprennent... Oui, c'est clair que c'est devenu une icône pop, carrément. Oui. Tony Montana, quand même, c'est un symbole presque maintenant, surtout dans la culture pop, rap surtout. C'est clair que c'est devenu un peu une égérie un petit peu de ça.
Et du coup, j'ai un peu de mal quand on dit ouais, les rappeurs ils ont pas compris le message, sachant que Brian De Palma en soi, dans son dernier tiers, il a pas compris non plus. Est-ce qu'au final, c'est pas Brian De Palma qui a un peu changé cette façon? Peut-être qu'il a voulu se détourner un peu du message initial et a voulu faire sa propre version à lui, peut-être. Je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais en tant que spectateur, je pense que non, de base, il voulait vraiment le rendre une personne détestable. Ouais. Et ça a tout changé au moment. Est-ce que je peux spoiler un peu Scarface? On va mettre une petite mention alerte spoiler. Voilà, petite alerte spoiler, mais oui, tu peux y aller. Bon, c'est léger, c'est en gros quand il refuse de tuer l'enfant dans la voiture. Et là, c'est bon, ça bascule. Là, on commence à se dire, ah ouais, en final, il est sympa, quoi. C'est clair que, vu comme ça, mais ça ne l'a pas fait avec Phantom of the Paradise, paradoxalement. Justement, c'est comme un peu une composition, genre un peu bordélique au début, mais bizarrement, où le son, il marche super bien, il fonctionne. Et là, c'est le film, pour moi, qui réussit à réunir toutes les inspirations de De Palma, mais qui le fait super bien. Vu que tu as vu pas mal de films maintenant, est-ce que tu trouves que Phantom of the Paradise c'est un peu une anomalie dans sa filmographie? Une anomalie En vrai, ouais. Parce qu'il était souvent dans le mimétisme d'Hitchcock, notamment avec Sisters, Sœurs de sang en français. Merde, il y en a un autre, mais je m'en souviens plus. Oh bah, t'inquiète pas, je pense Body Double, voilà. Que j'aime beaucoup, même s'il se foire totalement, par exemple dans Vertigo, vu que ça reprend principalement le film d'Hitchcock, ce film d'Hitchcock, dans la réalisation autour du traumatisme du personnage principal. Autant dans Vertigo, Hitchcock il invente le travelling compensé, que dans Body Double, c'est pas fou l'effet qu'il veut donner à la claustrophobie du mec. Mais c'est vraiment intéressant comment tu vois un peu cette approche-là. C'est assez rare, notamment les personnes, quand je lui pose la question généralement de pourquoi son film est ton film préféré, corrèlent aussi au fait qu'on aime bien le réalisateur. En même temps, c'est quand même assez différent. C'est assez intéressant de voir que voilà, un film préféré n'est pas nécessairement dû à la patte du réalisateur, parce qu'il peut faire juste un très bon film dans le cas que tu nous as présenté avec Phantom of the Paradise, mais qui peut essayer de reproduire ça, mais qui a pas du tout cette même magie-là. C'est assez unique dans cette façon de voir cette chose-là. Ça t'a pas un peu fait chier quand même de te dire ça, de dire bon merde, il a réussi à le reproduire une fois, pourquoi il n'arrive pas à le reproduire dans ses autres films? C'est clair, ça fait chier parce que tu te dis putain, mais pourquoi tu veux pas le refaire? Enfin, refaire un film, c'est impossible, mais aller dans la même direction, dans la même folie, de t'évader un peu, tu vois. Il réussit à mélanger toutes ces inspirations et il réussit quand même à partir sur autre chose, alors que sur les autres films, il n'arrive pas à se détacher de ses inspirations. Je suis obligé de revenir un peu là-dessus, mais est-ce qu'au final, il était pas un peu... il avait quelque chose, il était quand même inspiré dans ce film-là, Phantom of the Paradise, notamment par son traumatisme personnel, puisque en réalité, le film Phantom of the Paradise et Brian De Palma sont assez liés, parce qu'il a été quand même renvoyé du tournage de son propre film Get to Know Your Rabbit, donc qui est sorti en 72 par la Warner, et Brian De Palma, comme notre cher Winslow, il s'est fait un peu déposséder son œuvre techniquement et impuissant face à la machine, face au producteur, et quand même très remonté par le fait de voir son film un peu saccagé, comme Winslow l'a pu être avec son œuvre. Et Phantom of the Paradise est un peu une sorte de vengeance que Winslow a pu avoir aussi avec le fameux fantôme du Paradise, mais il a peut-être justement eu ce truc-là en plus qui a fait que ce film-là marche comparé aux autres, parce qu'il avait un but derrière, c'était de prouver aux gens, parce que si c'est un jeune Brian De Palma, qui veut prouver aux autres que, merde quoi, je peux quand même montrer une œuvre, mettre mes références, mes influences dans un film, et de vous faire un chef-d'œuvre derrière. Ça n'a pas été récompensé au cinéma, puisque, il a fait un four, mais par la postérité, ça l'est devenu. Et bizarrement, ces films, après, que toi t'aimes un peu moins, sont un peu là où il s'est fait connaître du grand public, notamment Scarface, avant aussi Carrie, qui a bien marché aussi, qui est un peu le premier film qui a quand même boosté sa carrière, mais après on a eu Scarface qui est venu derrière, et après par la suite, voilà, il a fait quand même pas mal de films qui ont étoffé sa renommée. Il a voulu reproduire ce qu'il a peut-être voulu faire avec Phantom of the Paradise, mais il avait plus cette envie-là, puisque du coup il a réussi à faire son œuvre, et en essayant de créer d'autres œuvres, il avait plus du tout la même motivation. Ouais, c'est ce que j'aime bien, c'est ça en fait, le côté... la flamme, tu vois, qui brûle en lui de vengeance. Bon, en vrai, la vengeance c'est un plat qui se mange froid. La preuve avec ce film. Aïe, c'est vrai que faut pas trop en dire, mais quand même, la vengeance finit mal, on va dire, quand même. Que ce soit dans le film ou dans la réalité, ouais, il a fallu 30 ans pour qu'il passe à la postérité, on va dire. Et là, justement, ça a fonctionné parce que 50 ans après, on est là, on en parle. On en parle aujourd'hui et énormément de gens
le considère comme un chef-d'œuvre dans le milieu du cinéma. C'est quand même une œuvre qui est reconnue, qui est beaucoup replie, qui est beaucoup inspirée par plein de personnes, que ça soit du milieu du cinéma, mais aussi du milieu musical aussi. Moi, j'ai un exemple extraordinaire qui est bon. Ça m'a fait tilt dans ma tête et je voulais vérifier cette info pour être sûr. C'était le film Interstellar 5555, donc le film d'animation qui reprend l'album Discovery de Daft Punk. Et quand j'ai vu Phantom of the Paradise, j'ai dit mais attends, il y a quand même une certaine ressemblance parce qu'on a un producteur véreux qui pique un peu une musique, une composition de gens extrêmement talentueux pour son propre succès à lui en ayant des disques d'or, etc. Et quand je compare ça, et quand je vois Interstellar 5055 et Phantom of the Paradise, et j'ai vu cette information et ça m'a fumé, c'est aussi le film préféré des Daft Punk, Phantom of the Paradise. Et ça se voit dans ce film-là, tellement l'influence qu'il a eu. Et on retrouve complètement ce même schéma. Je vais vous dire tout de suite, il y a un des deux films, Interstellar 5555 et Phantom of the Paradise, c'est un des deux que je préfère. Je préfère Interstellar 5555, juste pour l'album Discovery. Je suis désolé, c'est un de mes chefs-d'œuvre. Je peux pas. Et aussi l'animation derrière et l'envoûtement que j'ai eu avec plus grande attache. Même si, voilà, Phantom of the Paradise, c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel. Et en fait, le voir, ça m'a fait prendre conscience quand même qu'il y a quand même du génie derrière, notamment au niveau de sa mise en scène. Et je veux revenir là-dessus sur la mise en scène de Brian De Palma, parce que c'est l'un de ses tout premiers films. Je sais plus si c'est son tout premier long métrage. Non, il en a fait d'autres avant. Non, il en a fait d'autres avant, voilà. Je voulais être sûr là-dessus. Mais c'est un de ses tout premiers quand même. On a un jeune Brian De Palma et quand même, c'est assez hallucinant comment il arrive à amener pas mal d'innovations dans la manière de voir les choses, notamment avec les plans en vue subjective où on se met dans la peau du producteur. Par exemple, la scène d'ouverture, ça m'a marqué, ça j'avais adoré. On a les Juicy Fruits, on voit, et que nous, on est en tant que spectateur, mais on se met un peu dans la peau de Swan. Ça, je me dis quand même, il y a déjà quelque chose qui est intéressant derrière. Et après, tous ces effets un peu comiques, un peu gag qu'il peut y avoir en plein milieu quand Winslow se fait trahir, etc. Et quand il va se transformer en fantôme du Paradise. Et plein d'idées de mise en scène avec notamment cet effet que j'adore, c'est le film dans un film. Moi, j'adore. Les caméras qu'on voit, etc. Même les miroirs qu'on voit souvent, c'est vraiment très bien. Et surtout, il y a une séquence qui marque profondément les gens, souvent, c'est le split screen, tu vois, avec la voiture. Purée, c'est vrai, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que le split screen, notamment avec la scène de répétition, avec la voiture justement, et le paquet surprise, voilà, j'en dis pas plus pour garder la surprise un peu, mais le paquet surprise où on est à peu près à la moitié du film, où c'est un plan séquence en plus, les deux. On a un split screen avec les deux plans séquences qui arrivent où on a d'un côté la scène, où on voit la répétition de la scène, du Paradise, et de l'autre, on voit un peu l'envers du décor. Donc on a les deux visions en même temps, c'est ça qui est assez drôle. On a ces deux visions en même temps et on n'a aucune coupure. Et je trouve ça en plus génial parce que du coup, ça permet justement d'éviter d'avoir des coupures et d'avoir un split screen, donc pour avoir toutes les informations précises. Et ça marche tellement bien. Moi, j'adore. Et c'est vrai que tu m'en fais bien de m'en reparler de ce split screen parce que c'est vrai qu'il y avait plein d'idées comme ça de mise en scène derrière qui m'ont plu chez Brian De Palma parce que c'est quand même un réalisateur qui, comparé à toi, je ne suis pas très habitué à sa filmographie. J'ai vu Scarface et j'ai vu Mission Impossible 1. Et Carrie, j'ai pas encore vu. J'étais quand même un petit peu assez neutre dans la vision de voir Brian De Palma, de voir un peu son cinéma. Et dans ce film-là, quand je vois qu'il a tellement d'idées de mise en scène, ça m'intrigue. Ça me donne envie de voir ces autres façons de voir, ces autres films justement, de voir s'il réutilise un petit peu ces mêmes effets-là de mise en scène ou s'il en réinvente d'autres, etc. Ça m'intrigue. Justement, tu as cité Carrie. Là, Carrie, je pense que c'est la meilleure utilisation de split screen qu'il ait faite, quoi. Mm-hmm. Et pour revenir d'ailleurs sur celui de Phantom of the Paradise, en fait, cette séquence, elle est reprise. C'est une reprise d'une autre séquence d'un vieux film de La Sauve du Mal d'Orson Welles, la scène d'intro. Mais sauf que là, il se réapproprie la séquence de Welles pour lui, pour son film, et notamment grâce au split screen. Qui est l'effet de Palma. C'est vrai qu'on le revoit dans plusieurs de ses autres films, c'est vrai, le split screen. Mais cette utilisation-là du split screen dans ce film-là précis est quand même très forte. Oui. Et moi, j'apprécie énormément. Après, on va parler aussi de d'autres points. On va quand même parler du scénario un petit peu aussi, de cette relation qu'on peut avoir avec le producteur Swanin Winslow au début et au milieu du film, qui est vraiment extrêmement intrigante.
très, j'ai envie de dire, un peu malsaine, hein, très malsaine, on peut le dire. Hein, on le ressent énormément, notamment avec le jeu des acteurs qui sont quand même faramineux. J'ai beaucoup aimé, notamment Swan, qui est glauque. Hein. On est d'accord là-dessus. Il est un peu glauque ce type, mais vicieux. Très vicieux. Il arrive toujours à ses fins. On est un peu aussi choqué par les dénouements, par le scénario qui est proposé, parce qu'il est quand même vachement bien. Ben, bien sûr, le fameux producteur qui a fait son contrat au diable, une troupe qui a été reprise dans Interstellar 5055. C'est la dernière fois que j'en parle, s'il vous plaît. Je vais le regarder à force. Mais en vrai, je pense que tu vas adorer. Déjà, t'as un des meilleurs albums Electro All Time. Bon, c'est les Daft Punk. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Discovery. Il y a un match avec RAM, Random Access Memory, mais bon, ça, c'est selon mes jours. Mais là, en ce moment, c'est Discovery. Mais vraiment, je pense que c'est un film qui va t'intéresser parce que on reprend plein d'éléments de ce que fait Phantom of the Paradise. On a vraiment le producteur véreux qui récupère des morceaux de compositeurs, qui vont les transformer, qui vont en faire à sa sauce à lui, pour son propre gain à lui. Donc ça rejoint un peu là-dessus, donc je pense que ça risque de t'intéresser là-dessus. Ah justement, là ça me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, tu parles de Daft Punk et du film là. Oui. Comment ne pas évoquer Paul Williams, le compositeur de Phantom of the Paradise, et qui a travaillé en plus avec Daft Punk. Et oui, voilà, merci. Je voulais que tu en parles. Merci. En fait, j'attendais que ça me brûlait les lèvres. Ouais, non, mais je te voyais, je te teasais un peu là-dessus parce que je sais où est-ce que tu voulais en venir. Mais oui, voilà, Paul Williams qui a compositeur de Phantom of Paradise et des Daft Punk derrière. Fantastique, a travaillé avec les Daft Punk, pardon, pas compositeur quand même, mais qui a travaillé avec eux. C'est quand même quelque chose, hein, le lien encore est encore plus présent là-dessus. Après, voilà, on parle de musique. Quand on parlait de Phantom of Paradise, on parlait des musiques. Est-ce que toi déjà, ces musiques, qu'est-ce que t'en as pensé de ces musiques déjà ? J'adore, j'écoute la BO tous les 2 mois, tellement elle est incroyable. T'adores vraiment la BO. Quelle est d'ailleurs ta musique préférée un peu du film ? En vrai, celle, entre guillemets, c'est le titre du film, enfin celle que Winslow compose. Voilà, celle qui compose pour Phoenix du coup. Oui, c'est ça. Ok. Même si j'aime beaucoup celle des Juicy Fruits, ou même de l'autre groupe. Moi j'aime beaucoup celui de Beef. Voilà, c'est ça. Celui qui se fait, attention, hein, alerte spoiler, qui se fait sauvagement électrocuter quand même. Le pauvre Beef, alors qu'il fait une chanson, mais incroyable. Moi, j'adore cette musique. Quand je l'ai vue, c'est du bon rock comme je les aime, bien 70s. Voilà, ça c'est bien ma cam. Même si les Juicy Fruits sont vraiment excellents. On est un peu dans cet aspect plus fin 60s, voilà, très Beatles, un peu Rolling Stones Beatles. Beach Boys qui se ressent là-dessus, et c'est un peu aussi une sorte de miroir sur l'état actuel de la musique, parce que Swan nous fait la démonstration facilement, hein, il nous dit que les Juicy Fruits sont du passé, on est dans cette période-là, voilà, les Beatles sont déjà séparés il y a 4 ans, les Beach Boys on n'en parle même pas, et on arrive quand même dans cette période-là des 70s, qui est pour moi, bon, je vais encore un peu parler de moi, mais qui est pour moi un peu l'âge d'or de la musique avec les 80s, notamment pour le rock progressif, hein, qui est quand même présent, c'est quand même fantastique, et il y a un peu ce miroir-là qui arrive avec l'utilisation et l'arrivée notamment du synthé qui arrive aussi avec notre cher Winslow. Il va un petit peu tâter hein, du synthé quand même, mais je trouve que quand même c'est un beau miroir là, si vous voulez connaître un peu de façon assez grossière un petit peu l'état actuel de la musique dans cette période-là, c'est un peu ce que résume un peu Phantom of the Paradise à ce moment-là. Et ça peut aussi faire aimer des genres, par exemple, là t'as le rock des années 50-60, jusqu'au rock des années 70, donc à tout moment vous êtes tombé amoureux d'un genre particulier. Voilà, exactement, c'est vrai ce que tu dis en plus, parce que les musiques sont vraiment excellentes et sont vraiment des bonnes portes d'entrée pour faire découvrir ces genres-là aux gens qui voilà ne sont peut-être pas habitués justement à écouter ce genre-là de musique de ces périodes-là. Ou bon, après voilà, parce que beaucoup de gens connaissent bien sûr les groupes de rock, voilà, comme j'ai cité les Rolling Stones, les Beatles, mais personne ne va pas trop les voir. Mais faites écouter Phantom of the Paradise ou regardez Phantom of the Paradise, vous dites ah d'accord, c'est donc ça à peu près que ça sonne un peu, et d'aller écouter derrière un petit peu. Donc c'est très intéressant là-dessus et c'est vraiment une bonne porte d'entrée. Moi j'aime beaucoup en tout cas ces musiques-là. Par contre, moi j'encense le film depuis le début, d'accord ? Oui, continue s'il te plaît. J'encense le film, mais j'ai besoin d'explications. Dis-moi tout. Il y a un problème, la fin. J'ai besoin de la fin. Je suis obligé de parler de la fin. Ça part dans tous les sens. Je trouve que c'est un peu trop fouillis, justement. C'est une explosion. Je comprends que c'est une explosion de tout ce qui se passe. Hein.
Mais j'aimerais avoir un peu plus ton ressenti sur cette fin-là, parce que je comprends pas trop où est-ce qu'elle amène, qu'est-ce qu'elle veut raconter, qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Qu'est-ce que va raconter? Alors, je pense qu'il faudrait déjà expliquer qu'est-ce qui se passe à la fin. Alors, bah, vas-y, hein, essaie de nous expliquer, à la limite. Alors, voilà, c'est pas... Alors, parmi les séquences que je préfère, qui reviennent souvent dans ma tête, la fin, elle revient pas très souvent, justement. Ah, voilà, c'était ma prochaine question, justement, mais voilà, t'anticipes un peu. Alors, alerte spoiler. Voilà, alerte, spoiler. Alors oui, alors Swan, en fait c'est le mariage de Swan et Phoenix qui se passe à la fin. Voilà. Et en parallèle, plus ou moins, il y a Winslow qui brûle en gros la pellicule dans laquelle se trouve le pacte de Swan, c'est ça? Le pacte qu'il a fait avec un certain diable, voilà, Oui. pour X et Y raison, mais ça, vous verrez le film pour comprendre de quoi il en retourne. Et du coup, après ça, Winslow va au mariage et va tuer Swan, si je m'en souviens bien. Non, il tue le prêtre. Ah, il tue le prêtre. Il tue le prêtre qui fait la cérémonie, justement. Il tue le prêtre parce qu'il y avait quelqu'un qui visait Phoenix. Oui, voilà, merci. Voilà, justement. Vu que Oui, je l'ai vu il y a 3 jours, donc ça va, j'ai un peu C'est plus... un peu plus frais. C'est un peu plus frais dans la mémoire, mais voilà. Et Winslow s'interpose, voilà, justement... pour pas que Phoenix se fasse tuer. Et c'est là que tout part en steak, puisque du coup, voilà, tout part à volo, bien sûr, quelqu'un est mort. Voilà, c'est pas comme Beef. Un peu de justice pour Beef quand même, qui est quand même mort pour l'entertainment, pour le divertissement. Les gens, ils étaient à fond dessus. Et un peu de respect pour Beef, quoi, il avait rien à voir là-dedans. Mais bon, voilà, j'ai obligé d'en parler. Et après ça, t'as Winslow qui arrive sur scène et on sait pas trop ce qui se passe. T'as Winslow qui... je crois qu'il se fait poignarder, ou je suis même pas sûr. Si, Oui, c'est poignardé, il me semble. Il se fait poignarder, bah, il commence à mourir, hein, tout simplement, et il commence à tituber, il commence à ramper, etc. T'as Phoenix qui la voit, alors que plus tôt, on l'avait déjà vu, Phoenix qui avait déjà vu le visage de Winslow, mais là, elle a changé un petit peu sa façon de voir les choses. J'arrive pas à comprendre un peu cette relation-là, comment elle est venue. On a de l'horreur aussi, qui est plutôt pas mal, parce qu'on voit quand même le visage défiguré de Winslow, c'est quand même quelque chose qui marque. Et aussi celui de Swan. Aussi. Et celui de Swan, voilà aussi, mais ça, pour que vous compreniez de pourquoi il a ce visage-là, vous voyez le film. On va pas tout vous dire non plus, quoi, merde. Swan n'est même pas mort, je sais même pas s'il est mort, parce qu'on le voit même pas, il est hors champ. Enfin, il a son visage défiguré, mais on le voit pas mort. Moi, oh là, du coup, j'ai devoir spoiler, là, tu lances dans ça. Oui, mais je sais même plus. C'est tellement fouillé que j'arrive même plus à me souvenir concrètement si tel personnage meurt, etc. Ça m'en fou, en gros, ça fait un effet domino parce que. Désolé, les auditeurs. Désolé, mais on est obligé de spoiler. La vie de Swan et celle de Winslow sont liées. Du coup, si l'un meurt, l'autre meurt. Voilà. Oui, il y avait ça aussi, mais de ce que j'avais compris, c'est que en brûlant ce rouleau, le pacte était déjà un petit peu brisé en quelque sorte et qu'il pouvait se faire tuer. C'est ça qui me... tu me laisses dans le doute, là. Je sais plus si on voit son visage un peu... Parce qu'il est un peu brûlé, quand même. Mais il se fait arracher par Winslow. Il se le fait arracher. Il se le fait... Ou c'est Phoenix. C'est Phoenix, peut-être. Non, c'est Phoenix. Voilà, en fait, ça nous a tellement pas marqué, en fait. La fin, voilà, le problème de cette fin, voilà, je suis obligé d'en parler, et tu fais très bien de le dire, c'est qu'elle marque pas vraiment. C'est un climax qui marque pas. Bah, surtout, désolé, mais surtout quand tu penses au concert de Beef, qui est vraiment exceptionnel. Vraiment, oui. J'ai envie d'y être, moi. Ah, mais un mec qui meurt en pleine scène, les effets et tout, la musique est incroyable. Mais ça devait être une soirée de folie, mais je jalouse ces gens-là. le tournage de Zinzin qui. Mais le tournage de Zinzin, mais je suis en mode mais j'étais fou quand j'ai vu ça, ça me rendait fou. Mais oui, la fin. La fin n'est pas marquante. Pas marquante. Ouais. La fin n'est pas marquante, c'est ça qui me rend fou. La fin n'est pas marquante. Ce qui est quand même beaucoup plus marquant, c'est quand c'est une scène qui est bien plus tôt où Winslow voit Swan et Phoenix, et après le premier concert justement avec Beef, et qu'il essaye de se suicider. Ça, c'est une scène qui m'a marqué, c'est d'ailleurs ma scène préférée du film. Je sais pas quelle est ta scène préférée de ce film-là. Waouh, c'est dur ça. Hein. Alors, la scène préférée...
En fait, j'aime presque tout. Ça c'est compliqué quand c'est ton film préféré. Sauf c'est la clair fin. que- Voilà, sauf la fin, on est un peu d'accord là-dessus. Moi, c'est un peu le gros point noir. Ah, je sais pas, j'en ai plein. J'ai celle quand le fantôme il va dans les toilettes, la salle de bain de Biff. Oui. Mais ça, c'est la reprise de Psychose, mais La reprise de Psychose, oui, c'est vrai qu'elle qui est est, sympa. elle est assez marrante le ça c'est drôle. Ouais, je pense Il y a aussi celle de la composition, aussi le synthé, ouais. quand Swan reprogramme un petit peu la voix de Winslow par exemple, ça c'est aussi Ça ça aussi. qui me marque. Ouais, même toutes les scènes en studio, elles sont vraiment bien. Mhm. Quand les deux échangent ou quand tu vois que Swan c'est vraiment un mec vicieux, tu vois, tu sais Ah, très c'est- bien qu'il il- va le baiser à la fin. Tu sais, tu le sens là, tu te dis voilà, là, c'est quand qu'il le baise quoi, tu vois, tu te dis c'est quand qu'il lui met le coup quoi, le coup final. Sinon, pour revenir à ta question, non, je pense que en fait, ça se tape entre le split screen, qui est vraiment, en termes de réalisation et de montage, est exceptionnel. C'est un cas d'école pour toi, un peu cette scène. Oui, Mhm. il faut le voir, que tu sois réalisateur ou même monteur, et surtout le mettre en parallèle avec la séquence de Wells dans La Sauve du Mal, pour voir comment De Palma a fait pour réinventer cette séquence. C'est vraiment bien. Et après, je trouve quand même l'audition de Phoenix, la première, parce qu'elle est plus épurée que tout le reste du film. C'est juste elle danse, elle chante devant. On retrouve un petit peu voilà, le même procédé qu'au tout début du film, où on est dans la peau de Swan, avec Winslow à côté, qui dit oui, non, etc. Il y a Phoenix qui fait OK. Et ensuite, on a ce long plan séquence où on voit Phoenix chanter, etc., qui est d'ailleurs une excellente chanteuse. Beaucoup comment elle chante, l'actrice. Elle a une belle voix. C'est vrai qu'elle est vraiment bien, quoi, cette scène aussi. On se remet un petit peu dans la peau de Swan, on est un peu on fait c'est pas mal, c'est très bien, c'est très bien, Oui. c'est très bien, ça va être très bien pour le paradis, ça va être très bien pour le paradise. Mais donc voilà, c'est peut-être celle-là ta scène préférée, ou le split scene, ça voilà, c'est un des deux. Et aussi le concert de Biff. Mais Et aussi le concert de Biff, et aussi la scène d'ouverture, en gros tout, quasiment tout quoi. faut faire une tier list. Oh, ça va être long quand même si on fait une tier list. Quand même, ça peut être drôle de faire une tier list là-dessus, mais bon là, ce n'est pas le lieu et le moment de le faire. Je pense que j'ai à peu près tout dit moi de mon côté. Est-ce que toi, tu as des choses que tu veux rajouter peut-être ? Pour revenir un peu sur nos pattes, j'avais dit au début que ça a un lien aussi avec Suspiria. Ah voilà, oui, Justement. c'est vrai. Même si dans l'esthétisme, vu que tu l'as vu plusieurs fois Suspiria, tu le vois quand même plus ou moins les couleurs, etc. Enfin, non. Suspiria, je vois, oui, bien sûr, on a quand même une dominante rouge, bleue, etc. Une BO puissante, même si Mhm. dans Phantom of the Paradise c'est plus chanté que. Que Suspiria, c'est vrai, c'est plus instrumentalisé là-dessus. Et surtout, peut-être la raison de pourquoi j'ai regardé Suspiria, c'est Jessica Harper, l'interprète de Phoenix, qui joue dans les deux et qui Argento l'a repéré là dans ce film. Est-ce que c'est un peu ce lien-là que tu as eu entre Suspiria et Phantom of the Paradise ? Est-ce que c'est elle qui t'a fait ce pont-là pour aller vers Suspiria ? Dans mes recherches, que ce soit dans les Giallo, j'avais dit, Argento il vient en premier quoi. Et du coup j'ai vu Suspiria, c'était le film que je voulais voir peu de temps après avoir vu Phantom of the Paradise. Et quand j'ai vu Phantom of the Paradise, j'ai fait ah, mais elle, j'ai déjà vu sa tête quelque part. J'ai vu dans Suspiria. Vas-y, let's go. Voilà. Et voilà. Et comme ça, après, t'as vu Suspiria et tu t'es dit, mais, ouais, mais c'est quand même trop bien. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais peut-être le reprendre pour un certain compte Instagram. Voilà, on n'en dit pas plus. Hein, allez checker mon compte. Allez checker, il fait du super contenu. Voilà, je tiens à dire. Ne checkez pas les comptes comme Love My Cinema ou les comptes lyonnais. Oula, les comptes lyonnais, t'as des noms en tête pour dire ça ? Parce que j'ai déjà eu des comptes lyonnais dans mon podcast. À ma chère Sophie qui est venue ici. Ah. Et aussi à Saint-Ospline et Camille. N'essaye pas trop de créer des guerres parce que je pourrais peut-être essayer de l'avoir dans un futur proche. Ah non, mais non, c'est pour le watch time. Ah, mais c'est vrai, ça, pardon. On cite les noms. Voilà, on cite les noms, mais j'aimerais quand même avoir une possibilité de les avoir. Quand même. L'appel est lancé. Saint-Ospline, c'est quand tu veux. Saint-Ospline, si tu es d'accord. Moi, j'aimerais beaucoup t'avoir dans le podcast. Et pour parler de Mademoiselle, vu que c'est son film préféré. Voilà, je spoil, moi. J'ai vu aussi son letterbox, ne t'inquiète pas, je sais que c'est Mademoiselle. Pour le coup, ça, je suis bien au courant. J'espère pas qu'elle va nous faire comme toi ou comme Django qui va me dire non, en fait, Mademoiselle, non, c'est. Non.
Je vais pas parler de ça, je vais te parler d'un autre film qui est pas du tout mon film préféré. J'ai pas envie d'avoir ce genre de surprise encore une fois. En tout cas, t'inquiète pas, elle va venir. Je vais militer. C'est une fille super sympa. Ah, donc t'inquiète pas. Parfait. J'attends ça avec impatience. Pas d'autres points à rajouter? Est-ce qu'il y a un autre point à ajouter? Ouais, t'avais dit que c'est devenu un film qui était de multiples fois référencé. Voilà, oui. J'ai envie de citer quelques références. Par exemple, pour les Daft Punk, les casques, c'est en partie... Et oui, les casques des Daft Punk a été un peu inspiré là-dessus. Oui. Ouais, je voulais pas trop en détailler, mais voilà, tu fais bien de le dire. Sinon, pareil, George Lucas qui est passé sur le tournage, qui a vu « Ah, c'est plutôt sympa, ça !» Alors, tu sais que ça, c'était une de mes questions voilà. à venir, donc ça, je peux l'enlever. Alors... Tiens, tu sais quoi? On va faire le lien parallèle parfait. On rentre tout de suite dans la catégorie jeu, anecdote. C'est vrai que notre cher George Lucas, il est arrivé. Bon, déjà, t'as eu ce point-là. Bravo, félicitations. Au moins, j'ai un point. Qui est aussi un ami, grand ami de c'est mon ami, George Lucas. C'est ton ami? Tu nous caches des choses, hein. T'as quand même un peu d'influence, toi. Non, si on lance sur Star Wars, non, vaut mieux pas. Ah, bon. On va éviter alors. On va éviter. Donc, il avait fini un petit film, American Graffiti, notre cher George Lucas. Et il s'est dit, tiens, mon ami, il fait un film qui s'appelle Fantôme de Paradis. Je vais voir ce qu'il fait, etc. Et après, notre cher ami George Lucas, il s'est dit, mais attends, il y a 2-3 éléments là, par-ci, par-là, qui peuvent être intéressants dans un futur film que je pourrais faire. Est-ce que déjà, tu as ces éléments-là qui ont pu inspirer George Lucas? Oui, quelqu'un tout en noir, masqué, qui a une sorte de boîte vocale. Voilà, une sorte de boîte vocale synthétiseur avec un masque noir. Qui respire fort aussi. Qui respire fort. Est-ce que ça ne correspondrait pas à un autre personnage dans un autre film du nom de Phantom de Paradise ou un mec défiguré? Oui, aussi. Un casque noir qui n'a perdu ses cordes vocales, qui ne peut que parler du coup que par un synthétiseur vocal, qui se retrouve en plein milieu de de sa poitrine. Je pense que vous voyez le lien. Il s'agit bien sûr de Han Solo. Non, faut pas déconner. Bien sûr de Dark Vador. Et oui, c'est. Ah, je pensais que c'était Leia. Ah mince, pardon. Mince. Je t'apprends quelque chose. C'est Dark Vador. Ah. Et oui, c'est ce film qui aura inspiré, on va se le dire très clairement, l'un des méchants les plus cultes du cinéma, Dark Vador quand même, je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Oui, ça, on est d'accord. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. C'est quand même Phantom of the Paradise. Et c'est vrai que quand on le voit... D'ailleurs, un autre lien, parce que dans l'obsession, par exemple... Dark Vador est obsédé par Padmé dans la prélogie. Dans la prélogie, et... tout comme Winslow qui est obsédé par Phoenix. Voilà, donc... Ding ding. Maintenant, vous verrez plus ce film de la même manière, je pense, et vous voyez maintenant à quel point ce film peut influencer. Tu vois, on a cité que 2 films qui ont été influencés par ce film-là, Phantom of the Paradise, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. C'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il a réussi à inspirer les autres. Oui, c'est un film qui inspire pas mal d'autres films au final. C'est un peu comme un 2001 de l'Odyssée de l'espace qui a inspiré tellement d'autres œuvres derrière. Phantom of the Paradise fait partie un peu de cette catégorie-là, de film-là qui peut influencer, qui a influencé pas mal d'autres réalisateurs à faire des films. Tu vois. Bon, après 2001, c'est infiniment mieux, on va dire. Ça, c'est clair que bon, lui, il a été novateur dans plein d'aspects, etc. Ça, je suis assez d'accord. Mais voilà, quand même, Phantom of the Paradise, il faut quand même lui rendre ses lettres de noblesse. Il faut rendre à Swan ce qu'il y a à Swan. Il faut rendre à Swan ce qu'il y a à Swan. Bravo, tu es peut-être un producteur malveillant, mais au moins tu sais faire des bonnes choses. Des bons sons. Des bons sons, voilà. Donc on va pas se plaindre là-dessus. En parlant de son, ça m'amène à la deuxième question et la dernière question. Ah, que 2 questions? Oui, il y avait que 2 questions là, parce que je savais que tu allais avoir pas mal de choses. J'ai bien fait parce que il y avait 3 ou 4 questions que je voulais rajouter, mais qu'on en a parlé durant le podcast, donc au final, j'ai bien fait de pas les mettre. Ok. Donc je m'en doutais un petit peu. J'ai eu le flair pour ça. Mais ça, on n'a pas parlé. Parce que Brian De Palma, dans ce film, il voulait avoir des groupes musicaux précis. 2 notamment auraient pu être dans ce film. Alors, il me semble que c'est les Rolling Stones en premier. Après, j'ai pas envie de dire de conneries. Hein. Je sais pas si c'est les Beatles aussi, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas les Beatles. Parce que les Beatles déjà étaient déjà séparés à ce moment-là. Les Rolling Stones, mais sauf que de toute façon, que ce groupe ou l'autre, ils ont pas répondu. Ils étaient injoignables à ce moment-là, voilà. Mais c'est vrai que l'autre groupe aussi n'était pas joignable à ce moment-là. Attends, je réfléchis.
C'est un groupe de rock que je préviens bien sûr. Non, j'allais dire Kiss, mais non. Non, Kiss, c'est un peu trop tôt pour le coup. Ouais, c'est vrai. C'est plus les 80s pour le coup, Kiss. Ah, Kiss, après, en soi... Ça a commencé dans les 70s, mais je suis pas au moment du Phantom of the Paradise. Dans le groupe de Biff, c'est un petit côté quand même. Il y a un petit côté en effet, mais c'est pas Kiss quand même. Bon, je t'en touche, j'ai oublié. C'est The Who. Bah oui, voilà. C'est The Who, bien sûr. Mais ça aurait été incroyable s'ils avaient été là. The Who avec bien sûr un Baba O'Reilly, un petit Bergen, un petit Blue Eyes Behind, bien sûr. Voilà, non, je ne cite que ces musiques-là, mais bon, ils n'étaient pas joignables non plus. Ça me fend le cœur. Mais en soi, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Pourquoi? Pour quelle raison? Bah parce qu'au final, Paul Williams a eu les mains libres. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Et c'est vrai que ça a donné quand même quelque chose de fou quand même là-dessus. C'est vrai que ce que tu dis là est intéressant, mais après on a quand même The Who et Rolling Stones. C'est quand même quelque chose aussi. Mais c'est vrai que Paul Williams, ça fait quand même quelque chose de grand quand même avec les travaux de Paul. Ils sont là-haut. Hein. Ils sont là-haut quand même. Bravo à lui et bravo pour les travaux. T'as bien répondu aux questions. Quasiment. J'ai bien réussi à te faire botter en touche pour une petite partie. J'ai 1,5. Non. 2,5. Ouais. Non. Non, je m'ajoute 4 points. Allez, 8 points. Allez, hop, c'est la fête. Ouais, 1,5. Voilà, allez, 1,5 points, exactement. Et voilà. Et dernière petite question, bien sûr. Bonus, bien sûr. As-tu des produits dérivés en rapport avec ce film ? Tu m'avais parlé du DVD que tu avais eu, bien sûr, pour le regarder. Bah, j'ai toujours le DVD. Ah, tu l'as toujours. Bon, bah, c'est déjà une bonne chose, mais est-ce que tu as d'autres choses en rapport ? Ah non, j'ai rien du tout de tout ça. Non. Après, je peux te dire, ouais, j'ai des... J'ai Berserk, vu que c'est le casque de... je sais pas si tu connais... Ah, voilà. Là, on va parler. On va parler des vraies choses. Bah voilà, tu vois, c'est le masque de Glyphis, il faut qu'on en parle quand même. C'est un produit dérivé en soi, c'est pareil. Bah techniquement, c'est le même masque, donc juste la couleur qui change. Oui. Mais l'un est blanc, l'autre est noir. Il suffit juste que tu mets un petit coup de pinceau et voilà, t'as littéralement le casque de Winslow, donc du fantôme. Donc c'est vrai que tu m'en parles et c'est vrai que maintenant Berserk quand même aussi. Hein, quelle œuvre. Incroyable. Il faudrait un podcast dessus. Un podcast sur pourquoi Berserk est incroyable. Malheureusement, bien sûr, son auteur est mort, ouais, mais bon, quand même son œuvre. Continue quand même, bien sûr, et elle est tout aussi incroyable. Moi j'attends bien sûr ses prochains tomes. Une dépression pure, hein. Attention, là on est sur des trucs Berserk, c'est pas donné à tout le monde. Ah oui, si vous ne connaissez pas, attention. Déjà moins de 18, c'est tout de suite réglé, parce que le premier chapitre de Berserk, hein, bien sûr, la toute première page, oui. met tout de suite le ton sur Berserk. Ne donnez pas ça à vos gamins, s'il vous plaît, soyez pas idiots. Si vous dites c'est de la fantaisie comme le Seigneur des Anneaux, non, n'y allez pas. Non, c'est de la fantaisie, certes, mais c'est un peu l'opposé du Seigneur des Anneaux en termes de degrés, quoi. Et en termes d'impact. Ouais. Et en termes... Ouais, j'ai encore des traumatismes encore, mais je veux pas en reparler. Oui, ça, ça va durer 300 ans. Ça peut durer 300 ans, ça pourrait me donner d'autres séances de thérapie derrière, donc j'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus. Le tome 13. L'éclipse. Bref, en tout cas, c'était un plaisir, Suspi, de t'avoir eu dans ce podcast. Enfin, je le répète encore, enfin, des mois que j'ai cravaché, mais au final, pour faire un excellent épisode, j'ai beaucoup aimé, bien sûr. Vous pouvez, bien sûr, le retrouver sur Instagram, je le répète. Il fait du contenu exceptionnel, un visuel exceptionnel. Beaucoup de recommandations aussi de films assez méconnus, hein, je trouve. T'es quand même pas mal calé là-dessus, c'est plutôt pas mal. Et c'est vraiment vachement cool, parce que j'ai vu quand même pas mal de films grâce à toi, quand même, donc je te remercie. Bah, déjà, je te remercie encore une fois. Parce que je suis hyper content de participer à mon premier podcast chez toi. Enfin, chez toi. Alors, chez moi, c'est vite dit. C'est vite dit, mais on va dire dans mon podcast. Oui, exactement. T'es dans mon podcast, c'est quand même super. Et c'est super, en tout cas, que t'as apprécié de le faire, de t'être pris au jeu du podcast. Mais en tout cas, voilà, suivez-le. C'est important, il fait du super concept. Et suivez Cinétouga, s'il vous plaît. Il faut qu'il ait les 1000 abonnés, s'il vous plaît. Ah, merci beaucoup. Alors, je sais pas quand ce podcast sort, mais si, il va peut-être sortir juste après, le nouvel épisode du Clap Savoyard, le Clap dans les Alpes, son podcast. Donc, si vous savez ce qui se passe aux 1000 abonnés, je le répète ici dans le podcast, à des 1000 abonnés, si je les ai, je serai
dans la Love My Corp, mais c'est avant 2025. Je tiens à préciser. Hein. Si j'atteins les 1000 abonnés avant 2025, je rejoins la Love My Corp. Voilà, c'était acté, c'est officiel. Ça sera dit. Et s'il sort avant, ce sera un petit bonus que vous aurez ensuite et que vous pourrez le réécouter dans le clap dans les Alpes. Alors donc, suivez-le, s'il vous plaît. J'ai envie de voir ça. Moi, dans la Love My Corp avec Love My Cinéma, ça peut être une boucherie. Hein, et après, vous faites un podcast à 3 et ce sera incroyable. Ah, mais ça peut être une boucherie si on est à 3 là-dessus. Parce qu'on rappelle déjà que le hors-série, on l'a fait à 2h du matin. À minuit. Ça durait jusqu'à 2h du matin. Ça n'avait aucun sens. Il n'y avait rien qui allait dans cet épisode, mais c'était un des plus fun que j'ai pu faire. L'épisode aussi sur Disney qu'on a fait avec dans le clap dans les Alpes, c'est quelque chose aussi. Hein. Il y a eu des noix d'oiseaux qui sont partis. Notre cher Nigel, mais ça, il y a que les gens qui auront écouté le clap dans les Alpes qui comprendront la référence. Voilà, je tiens à le dire. Donc, allez écouter aussi le clap dans les Alpes, c'est aussi. Et suivez-le aussi, le clap savoyard. Le clap savoyard, n'oubliez pas, voilà, hein, tout comparé à Love My Cinema, voilà, suivez-le clap savoyard. Mais voilà. Exactement. Et je dis encore à répéter, à toujours répéter, suivez Soupir en Technicolor. Je te coupe, désolé. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Donc là, c'est très important. Je voulais y venir, je voulais te rebasculer là-dessus parce que c'est le moment, c'est l'heure des révélations. Parce que là, il faut quand même que je dise quelque chose. C'est que j'ai été hype pendant plusieurs semaines parce qu'on m'a dit, voilà, il faut que je le dise dans ce podcast. Il y a un événement qu'il faut que je le raconte pour qu'il soit dit. Et je vais maintenant laisser la parole aux concernés. Quelle est donc cette nouvelle ? Alors, je ne suis pas seul parce qu'on l'a teasé juste avant. Il y a moi aussi. Draw My Movie, Pauline. Voilà, Draw My Movie, Pauline, des super posters, bien sûr. Petit teaser, bien sûr. Achetez, s'il vous plaît, ces posters. Vous êtes trop mignons. Achetez ces posters, s'il vous plaît. Par pitié. Voilà, par pitié, faites-le. Bien sûr, voilà, son lien sera même dans la description du podcast. Voilà, ça, c'est réglé, c'est acté. Et aussi, ce sera le sujet du prochain podcast, bien sûr. Ce sera avec Draw My Movie. Trop hâte. Voilà, Mais ouais, du coup, vas-y, dis-nous ton annonce à laquelle je participe et je suis ravie de participer. Elle est ravie. Elle n'a pas été obligée. Non, il ne m'a pas forcé. Il aurait pu, il a essayé, mais je l'ai fait de bon gré. Ah, voilà. Donc déjà, il n'y a rien qui est forcé, c'est déjà fantastique. Et en plus, elle a eu du temps parce que entre 2-3 illustrations, je me suis attelée aux tiennes, à celles que tu m'as demandé. Et qui, du coup... Ou 2-3 défilés de mode, mais bon, ça, c'est autre chose. Il y a que toi qui crois ça. Il n'y a que toi. Là, il attend. Je vois. Moi, j'attends. Moi, j'ai le popcorn, là. J'attends, putain. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Moi, j'attends les nouvelles. Alors, c'est le moment. Je tiens à annoncer que fin décembre, si tout va bien, tout va bien aller. Il y aura un magazine nommé Sospieri qui va sortir et ce sera le magazine de Soupir en Technicolor, en gros, de mon compte. Mais je ne suis pas seul dedans. Il y a bien sûr Pauline qui a fait quelques dessins dessus. Il fait les illustrations. Donc tu m'as dit deuxième de couverture et dernière de couverture, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'était ça. Ok, très bien. Donc je suis ravie d'avoir fait la deuxième de couverture et dernière de couverture du magazine. Voilà. Incroyable. Et justement, est-ce que je cite les autres Ah c'est toi qui vois, je pense que ça peut être chouette. C'est toi le big boss, on dirait. C'est ma chef en fait. Voilà, en fait, c'est en réalité le projet de Draw My Movie. Voilà, faut le savoir. Pas du tout. Moi, je ne fais que subir. Vous inquiétez. J'ai essayé de faire de tête. Alors, il y a bien sûr Pauline, moi, Scotty, Cinérem, Love My Cinema et le Club Savoyard. Non, j'aurais préféré n'avoir que le Club Savoyard. Mais bon, c'est pas grave. Marie Serral, ou Serral, je sais pas comment le prononcer. Qui d'autre ? Amour de cinéma. Je fais tout de tête là. Prends ton temps. Mais qui a rien préparé. Rien sur ce film. Super compte aussi. En fait, de toute façon, tout ce que je cite là. Écoutez, ton podcast est génial, Cinétouga, mais écoutez le podcast de Rien sur ce film, là, elle l'a lancé il y a pas longtemps. Acide podcast. Et oui, Acide, Rien sur ce film d'ailleurs, que j'avais écouté et ses 2 premiers épisodes sont vraiment excellents. Beaucoup aimé. On sent qu'elle a pas encore ton matos par contre, mais elle est très douée déjà pour un. Oui, c'est vraiment très très bien ce qu'elle fait. Bon, après, je sais qu'elle a eu 2-3 petits problèmes techniques pour son 2e épisode. C'est vrai, c'était compliqué. J'ai essayé de l'aider, mais bon, au final, elle a quand même réussi à sortir son épisode, donc tant mieux pour elle. Franchement, elle démérite pas. Hein. Oh non, c'est très bien. Très chouette ce qu'elle a fait. Je valide. Allez la suivre elle aussi. Allez la suivre sur le podcast Game doit bien sûr. Trop de bienveillance dans cet épisode, je trouve. Voilà, que de l'amour. Que de l'amour. Bien sûr, on n'oublie jamais. Du coup, je continue l'énumération des membres du magazine.
I Meeting Cinéma, Mila, pour les intimes. Suivez-le elle aussi. L'étagère d'Enzo. Et le dernier, alors là, je vais regarder. La meilleure pour la fin. Bon, malheureusement, elle est lyonnaise. On la pardonnera. Yamina de A.K. Books and Movies, voilà. Et ben voilà, c'est quand même un gros projet de pas mal de personnes. C'est quand même l'un des gros projets de l'Insta Ciné-FR quand même. Ouais, si t'as des questions, justement, vas-y. Allez, tac, du tac au tac. Ah, du tac au tac comme ça. Je peux dire, parce que je l'ai pas précisé, ça en rapport avec Phantom of the Paradise, car ce sera pour fêter les 50 ans du film. Ah, c'était ma première question justement. De quoi ça allait parler justement C'était le plus important à dire avant tout, mais voilà, c'est pour ça qu'on a fait cet épisode sur Phantom of the Paradise, pour vous présenter le film. Bon, on va pas en long et en large en travers, pour ça, il faudra acheter Sospiri en fin de mois. Sospiri, bien sûr, voilà. Qui veut dire soupir en italien. Si, parce que je voulais pas avoir de problème, parce que Technicolor, c'est pas moi. Ah, Technicolor, c'est peut-être un petit peu copyrighté, je pense. Voilà, il y a des droits, légèrement, des ayants droit, quoi. C'est légèrement un petit peu. Il y a des ayants droit. Je pense que t'aurais bien aimé le mettre, mais c'était pas possible. Oui, mais malheureusement, non. Et du coup, ouais, c'est un gros projet de l'Insta Ciné-FR. Ça a été construit comme ça à la base. Même si, bon, il y a Sospiri, c'est un nom qui est en rapport avec mon compte. C'est surtout un projet Insta Ciné-FR. C'est le projet de l'Insta Ciné-FR. Est-ce que c'est pas l'un des tout premiers projets de l'Insta Ciné-FR? Oh, je sais pas, j'en ai pas en tête. Bah, déjà, les podcasts en soi, c'est un projet. Oui, mais là, c'est quand même un projet qui regroupe énormément de gens de l'Insta Ciné-FR. C'est quand même quelque chose de gros, quand même. Je trouve ça quand même énorme, quoi. C'est vraiment super, quoi. Je sais pas, j'aurais pas la prétention de dire que c'est le gros projet de. Bah, quand même, sortir un magazine là-dessus, c'est quand même déjà fou, quoi. De ma perspective à moi, tu vois. Bah, c'est vrai qu'après, c'est beaucoup d'organisation et. Non, je sais pas. Après, il faudra voir dans le futur, parce que là, c'est pas le numéro 1, je préfère préciser. C'est le numéro 0. Ok. Parce que j'allais dire justement, est-ce que c'était. Est-ce qu'il allait y avoir d'autres numéros derrière déjà de prévus, ou est-ce que c'est vraiment une première ébauche pour voir ce que ça va donner? Bah justement, tu l'as très bien dit, c'est une première ébauche. Après, peut-être en 2025, il y aura un nouveau magazine qui sera le numéro 1, peut-être un site, pour que ce soit plus professionnel, on va dire. Donc un journal digital en gros, on pourra digital et surtout en physique. C'est le premier là, enfin le numéro 0 sera disponible en physique. Que en physique. Principalement, et après plus tard en numérique, parce que c'est deux façons de travail différentes. Enfin, c'est différent de traitement. Comment on peut avoir justement ce magazine? Ah, pour l'instant. Parce que ça, c'est la bonne question. Vu que c'est en physique, comment on peut se le procurer et comment on peut avoir ce premier numéro, ce numéro 0 de Sospiri? Sospiri. Sospiri. Un O. Pardon. Du coup, je sais encore à voir, mais normalement, ce sera sur le site d'un imprimeur. Mais je vous le dirai dans les jours qui viennent. Voilà, vous aurez plus d'informations sur son compte. Là, c'est juste l'annonce. Après, vous inquiétez pas. Sospiri va sortir, vous inquiétez pas. Voilà, c'est juste la big annonce pour vous dire que il y a de très beaux projets dans l'Insta Ciné-FR, dont notamment Sospiri. Sospiri. Voilà. Dis juste Sospiri. Sospiri, voilà. Moi, j'aime bien dire ça me suffira. Mais c'est quand même quelque chose d'incroyable. Moi, je suis bluffé en tout cas. Et j'espère que ça marchera. Surtout ça. Moi, je veux que ça marche. Après, si ça marche ou pas, si ça flop comme Phantom of the Paradise à l'époque. Pour au final être reconnu comme un chef-d'œuvre, est-ce qu'au final ce serait pas la meilleure des choses que ce numéro 0 qui dans 50 ans, peut-être on en parlera comme l'un des plus grands magazines de tous les temps? Je ne sais pas. Non, il n'y a que du plaisir là pour l'instant. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu de pression, la deadline, etc. Ça a pris combien de temps pour faire ce magazine-là? Waouh, bah là on n'a pas encore fini. Donc... Ah, tu l'as pas encore fini à l'heure actuelle qu'on fait ça? Ouais, malheureusement. Enfin, je sais pas, au moment où ça sort, peut-être que ce sera fini. Ça sort. Je peux pas prévoir en fait. Normalement, ça sort dans 2 semaines, voilà, je tiens à préciser. Normalement, c'est dans 2 semaines, voilà. Ok. Mais à l'heure actuelle, au moment où on en parle, je suis en plein dans la maquette du coup. Ok. Mais c'est en bonne voie et normalement c'est bon. Les temps devraient être respectés. Ok, parfait alors. Sinon, au pire, je me flingue. Comme Winslow, je prends un couteau, je fais. Tu vas essayer, mais sauf qu'en fait, il y a un contrat que j'ai déjà rempli que tu peux pas. Tu peux pas. Le point principal du projet, c'est surtout le plaisir, comme j'ai dit, ne pas se prendre la tête. C'est quelque chose qu'on fait pour aussi l'Insta Ciné-FR, pour promouvoir les comptes, etc. Faut pas se prendre la tête en fait. Que dans l'entraide, etc. C'est le plus important. C'est le plaisir avant tout. Oui, c'est le plaisir avant tout. Ici, on est là pour
pour le plaisir, non? Ah bah moi je suis là que pour le plaisir, hein. Vraiment, moi c'est un plaisir déjà de vous rencontrer et Idem. et merci, et de pouvoir parler de cinéma, de notre passion commune, etc. D'essayer de comprendre pourquoi telle ou telle personne a des films préférés qui sont différents, etc. Moi ça me plaît, ça me surkiffe, et d'essayer d'avoir des avis qui peuvent être divergents. Bon ça va, vous avez des bons films préférés, donc les avis sont jamais trop divergents pour le moment. Le jour où ça va arriver, ça peut être très très drôle, parce que quand j'aime pas trop quelque chose, je peux être cinglant quand je dis les termes, ça va. Personne n'a encore eu cet effet-là, à part peut-être Love My Cinema, mais bon, lui, bon. Love Mikey. Qui sait? Hein? Non, bon. Non, mais c'est vrai que le but de ce podcast, à la base, voilà, c'était vraiment du plaisir pur, d'essayer de rencontrer plein de gens et pouvoir parler de cinéma, ce qui j'avais pas vraiment la chance de pouvoir en parler avant, etc., avec d'autres gens, parce que c'était pas vraiment leur passion. Mais là, le fait d'en parler, etc., c'est un bonheur, c'est un kiff complet, et c'est clair que je vais pas m'arrêter là. Bah exactement. Par exemple, la création du magazine, c'est une façon aussi de parler cinéma, de partager, mais d'une autre façon. Bah toi, le podcast, c'est clairement. Voilà, moi pour moi c'est toi, l'écrit. toi c'est via l'écrit, c'est via le journalisme en quelque sorte, enfin le journal, un magazine. Moi c'est plus à travers voilà un podcast par ma voix. Moi j'aime beaucoup parler sans montrer ma face. Je préfère ça. Je préfère. Il devrait, parce que c'est un pur BG. Oh, t'es gentil. Mais moi, je préfère garder ma voix, voilà. Parler d'une passion à travers juste une voix, moi, ça me plaît. J'adore ça. Et de toute façon, j'aime bien des émissions de radio, etc. Enfin, des émissions de radio. Enfin, j'aime bien les radios en général, les émissions de radio, etc. Donc voilà, ça, je suis un peu baigné là-dedans. J'aime plus l'univers sonore, audio. De toute façon, c'est peut-être un des trucs que je préfère le plus. Presque plus que le visuel. En tout cas, équivalent, quoi. Parce que bon, il y a le cinéma, donc c'est visuel, mais voilà, parce que... le cinéma, c'est audiovisuel. Eh oui, c'est vrai, c'est audiovisuel. C'est un peu un complément des deux, mais il y a aussi audio, et moi, j'adore l'audio, donc... parce que mon autre passion aussi, c'est la musique, donc... J'ai cru le comprendre. On a cru comprendre un petit peu, en effet, à travers cet épisode, mais bon, je suis pas... Là, c'est encore soft. J'aurais pu encore plus en parler, mais j'ai bien fait de pas trop en dire, parce que là, on est déjà à plus d'1h10 de podcast, donc ça va. Hein, ça va, on est dans les temps. On est dans les temps, on est très bien, on est dans les temps. Mais en tout cas, voilà, je croise les doigts, hein, bien sûr, pour que Suspiri fonctionne, et je pense... Déjà, il fait combien de pages? Il va faire combien de pages à peu près? Bon, une 50aine, allez. Ouh, beau petit magazine quand même. Ils ont écrit beaucoup. Hein. Ah, ça va être... parce que du coup, ça va être... Toutes ces personnes que tu as citées, ils ont tous contribué justement à écrire une partie justement de ce Phantom of the Paradise. C'est un peu un condensé de tout leur avis là-dessus. Bah oui, après, comme toi ou même les auditeurs ont compris, c'est un peu un film hyper riche. Du coup, c'est parfait pour un premier magazine. Tu peux parler de plein de trucs. D'ailleurs, on a parlé de Berserk peut-être. Je dis peut-être, il y aura un article sur Berserk, mais ça... Voilà, hein, tous les fans de manga, et notamment de Berserk, attention. Et sinon, après, aussi très classique, le fantôme de l'opéra. Sinon, toi qui aimes la musique, il y a peut-être un article sur le rock. Sur le rock. Peut-être, moi je dis ça. Peut-être, hein, le rock. On ne sait pas. Moi, je ne sais rien. Moi, j'attends le magazine. Là, j'attends de le feuilleter. Là, tu vois, j'ai cette sensation de palpitation. Je suis en mode, je veux ce magazine. Je le veux. Mais en tout cas, voilà, c'est un excellent projet. Je suis vraiment content déjà qu'il se fasse, qu'il se crée grâce justement à l'Astacinéfer. On n'en parlera jamais assez. Hashtag Astacinéfer sur Instagram. Allez voir tous les contenus que les gens font parce que c'est des contenus vraiment excellents. Je vous le recommande vivement d'aller voir parce que c'est riche et diversifié. Il y a beaucoup de choses et ça peut plaire à beaucoup de gens parce que on peut parler de certains sujets de la même chose mais pas de la même manière. Hein. Il y a des gens où ça va être du full écrit, il y en a d'autres ça va être comme moi où ça va être de l'audio, il y en a d'autres comme toi où ça va être dans le visuel avec une critique derrière. Tout le monde a son compte. Il y a aussi voilà des reels qui se fait. Tout le monde aura son compte, tout le monde aura son petit bijou à lui et tout ça est relié dans hashtag Astacinéfer, donc allez voir en tout cas. Et on est tous beaux. Et on est tous beaux. C'est vrai parce qu'il m'a dit que j'étais beau, mais je voudrais dire quand même que Soupir est quand même un magnifique BG. Je dois quand même le dire. Entre moustachus, on se comprend. C'est vrai qu'entre moustachus, on ne peut être que beau. Voilà, il faut le savoir. Désolé les imberbes. Love My Ciné, désolé. Et oui, Love My Ciné, va falloir comprendre que la moustache t'attendra parce que sinon on pourra jamais te respecter. Voilà. Bon sur ce, moi ce fut un excellent épisode. Merci en tout cas d'avoir accepté.
Bah, merci à toi. C'est fait un excellent plaisir. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast et tous les autres épisodes dans toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud et même YouTube. J'ai fait le tour, bien sûr. Suivez Soupir en Technicolor. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Bye bye.